Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin, c'est Guillaume Durand, auteur de Mémoire d'un arythmique, publié chez Grasset. Bonjour Guillaume. Bonjour mon cher Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin. C'est un livre très personnel, c'est une autobiographie. Vous vous livrez totalement dans ce livre. Absolument. Ouais, mais vous dites tout à la fois sur votre vie privée. Avant à la que je vous fois. parle de moi, je voulais vous signaler que j'ai amené du baume du tigre pour vous, parce que tout à l'heure, vos collaborateurs m'ont dit, quand on écoutait les transferts de foot, que ça vous intéressait pas du tout. Pas du tout. Vous avez une très mauvaise mine, donc j'ai du baume du tigre pour sexualiser votre week-end. C'est gentil. Dans mon sac. Mais Maintenant, sexuellement, on peut y ça aller, va. travailler, Je maintenant, confirme. allez-y. Merci. Donc voilà. Un petit peu de baume, je sens que ça va vous améliorer vos performances. J'ai entendu Merci. des plaintes dans la rédaction. Dans la rédaction, d'accord, ça fera Voilà. plaisir. Je plaisante. Guillaume, Mémoire d'un arythmique chez Grasset. Donc j'ai dit, c'est un livre très personnel. Vous vous livrez comme jamais. C'était un besoin déjà de vous livrer autant. Vous voyez, je réfléchis. Quand une crise d'arythmie violente arrive, ça vous déstabilise. Vous avez le cœur qui fait... Donc c'est quand même assez poignant. J'étais en train d'écrire un texte pour la revue Charles sur François Mitterrand, un déjeuner. Et finalement, j'ai trouvé que le meilleur moyen de continuer pour lutter contre ce déséquilibre personnel, c'est de continuer à écrire, ce qui m'a permis d'accepter plus facilement l'opération. Et puis j'ai monté le livre, parce qu'il y a un problème stylistique exactement, justement comme une crise. C'est-à-dire comme des collages avec des scènes qui n'ont aucun rapport, qui se suivent, du rock, donc de la musique, de la poésie, des rapports avec les écrivains, des choses personnelles, des douleurs personnelles. Mais c'est le côté personnel, moi, qui m'a plus surpris de vous voir vous livrer normal, autant oui. là-dedans. Mais vous savez qu'on écrit pour ne pas le dire, en fait. Si vous me posez des questions très précises sur des choses... par exemple, très graves qui me sont arrivées et que je n'ai jamais racontées, je les ai écrits pour ne pas les dire. Mais j'avais absolument besoin de le faire, de l'écrire. Pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça, vous savez, les mots MOTS, quelquefois, jouent un rôle pour, d'une certaine manière, mettre à distance les mots MAUX. C'était une thérapie ? Non, c'est le rapport qu'on a avec la solitude. Chacun d'entre nous est une caricature. Vous... Mais je ne parle pas de Julie, bien sûr, qui est un monument national. Mais si vous voulez, on est plusieurs. Vous faites une émission sur les médias, donc on va dire Morandini, c'est les médias, machin, ça va durer comme ça pendant plusieurs années, sauf si tout d'un coup, dans un moment de solitude, vous essayez d'aller à la recherche de celui que les autres ne connaissaient pas, peut-être même vous, et que vous le consignez. Et c'est d'abord un très grand plaisir. Deuxièmement, c'est un très grand plaisir parce que la presse est plutôt louangeuse, donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Mais on se trompe sur vous, au fond ? Non, mais je pense que les gens ont toujours eu l'impression que j'étais une sorte de désinvolte qui ne faisait rien du tout. Bon, Julie me connaît depuis suffisamment longtemps et surtout pour avoir commencé très tôt le matin. Tout ça n'est pas faux. Tout ça est une partie d'un personnage qui est plus ou moins lointain en fonction des périodes. Mais les gens sont évidemment beaucoup plus complexes que ce que les autres disent de vous pour une raison simple, c'est que vous le savez, vous le connaissez, on est dans un métier ultra concurrentiel. Donc si vous vous faites confiance aux autres pour dire du bien de vous, vous êtes mal barré. Mais vous aviez envie de dire que vous étiez beaucoup plus profond que l'image d'animateur désinvolte qui est véhiculée globalement par les gens qui ne vous connaissent pas. Je ne me suis jamais occupé de ce que les autres pensaient de moi. Ça n'a aucun intérêt dans la vie, autrement vous n'avancez pas. Le principe de base, c'est de parler des choses qui vous tiennent à cœur. La peinture, la littérature, le journalisme, François Mitterrand, Led Zeppelin sont des choses qui ont joué un rôle important dans ma vie. Mes parents, qui sont toujours marchands de tableaux, même si ça fait très très longtemps qu'ils ne travaillent plus. La France des années 60, Yves Klein, tout ça, ce sont des choses qui sont pour moi beaucoup plus importantes que la télévision. Plus important que le journalisme aussi ? Le journalisme, c'est mon moyen d'accès au monde, comme tout le monde. Vous savez que les gens ne sont pas scientifiques, littéraires, acrobates, etc. On a 2 ou 3 moyens de tirer du monde des vérités personnelles. Moi, j'en ai 2, la peinture depuis que je suis petit, et le journalisme. Je ne suis pas très bon en sciences, c'est pour ça que plusieurs fois dans le livre, je me pose la question sérieuse de savoir si je suis un con, ce que je crois, d'ailleurs au registre de ce qui est capable de raconter la science d'aujourd'hui. Mais dans les domaines qui sont les nôtres, puisqu'on fait aussi du journalisme, vous aussi, on a besoin d'approfondir et essayer de ne pas tomber dans la lassitude qui est évidemment l'ennemi mortel. Et malgré tout, quand vous regardez ce que vous avez fait pendant toutes ces années dans le journalisme, puisqu'on est le grand direct des médias, donc on va plutôt s'axer là-dessus, quand vous regardez ce que vous avez fait, vous vous dites pas que vous êtes un peu passé à côté de votre carrière ? Non, pas du tout. Parce qu'on vous a longtemps présenté, moi je me souviens, on a travaillé ensemble à la 5, vous étiez la star, la future star, etc. Et finalement, vous n'avez jamais franchi ce cap. Pardonnez-moi, mais j'ai arbitré le débat des présidentielles, on n'est pas très nombreux, on doit être 6 en France. J'ai fait une grande émission avec François Mitterrand qui a donné naissance à l'Europe, j'étais seul sur ce registre-là. Il y a des tas de gens qui étaient beaucoup plus célèbres que moi à l'époque, comme Poivre et Anne Sinclair, qui ne l'ont pas fait. Donc, mais on aurait pu vous imaginer une carrière à la PPDA présentant des 20h sur TF1 ou sur France 2. La réponse est très simple, c'est que j'en ai jamais eu envie.
Pas très loin d'ici, dans un café, quelqu'un a proposé un jour de remplacer Claude Sérillon. Je lui ai dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et après 3 ans de journal télévisé ou 4 ans, je me souviens plus très bien, je n'en avais plus du tout envie. C'est que c'est un exercice qui est non pas pénible, parce que c'est très valorisant, mais qui ne m'intéresse plus. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de négociation avec la rédaction. On n'est pas soi-même. Vous êtes le porte-parole d'un groupe, ce qui est extrêmement valorisant quand je l'ai fait, y compris à Europe quand on faisait les journaux du matin ici même. Mais à un moment, on a envie d'exister. On n'est pas simplement un groupe. Le Poujadas ou Boulot, toute leur journée, ça consiste à négocier avec le chef du service étranger, le chef du service politique, le chef du service société pour savoir ce qu'il va mettre dans le journal, récupérer les sujets, voir les sujets. Cette vie quotidienne-là qui est enthousiasmante pendant un laps de temps précis, moi je n'ai jamais eu envie de faire de ça ma vie, ça c'est sûr. Et depuis le début. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de vos relations avec les politiques. Il y a beaucoup de passages sur ces déjeuners, ces dîners que vous faites avec les politiques. On est dans une période où justement le public dénonce beaucoup ce qu'il appelle une connivence entre les journalistes et les politiques. Vous l'assumez totalement et vous le dites non, en mais plus. C'est pas que je l'assume, c'est que moi j'ai toujours écrit ce que je voulais sur tout le monde tout en les voyant. Parce que prenons un exemple simple. Si nous partons tous les deux avec votre baume du tigre, bien sûr, Bien évidemment. à la rencontre de François Hollande à l'Élysée pour savoir ce qui va se passer comme décision, par exemple, gouvernementale dans les 2 jours qui viennent. Est-ce qu'ils vont ouvrir par le gouvernement, etc. Vous croyez que ça va se passer comment ? Vous allez obtenir l'information dans une poubelle ? Vous allez la lire sur Internet ? Non, il va bien falloir aller le voir, parce que finalement, entre lui et Gaspard Ganzer, ils doivent être à peu près les 2 seuls, avec Manuel Valls être au courant. Donc, aller les rencontrer pour les journalistes, c'est la base de la base de la base. Les rencontrer, c'est pas pareil que déjeuner ou dîner, par Oui, exemple. enfin bon, vous les rencontrez en général rarement, ils ont autre chose à faire que de vous voir toute la journée. Donc c'est pas simplement parce que il y a un côté mondain, mais pour les journalistes, c'est les présidents de la République, heureusement pour eux et heureusement pour les Français, ils n'ont de possibilité de voir les gens qui font notre métier que dans les espaces de temps qui leur sont laissés, qui sont extrêmement courts. Ça n'a aucun caractère mondain. Mais vous l'entendez, cette défiance des Français vis-à-vis des journalistes et des politiques qui disent... Je l'entends que même ça toute bien la sûr, journée. c'était une affirmation, vous l'entendez. Et donc, ce qui veut dire, au fond, que voilà, vous êtes mis, et on est tous mis dans le même sac. Mais ça fait des années que les journalistes sont au fond du fond de la popularité. Il faut savoir... C'est justifié ou pas ? Comment ? C'est justifié ou pas ? Mais non, mais les gens qui... Vous savez, moi j'ai toujours pensé que notre vie, c'était comme les feux rouges et les marquages sur les routes. Ouais. Personne n'a jamais aimé un feu rouge. Et c'est utile. On joue ce rôle-là. Si on écrit des livres et si on s'intéresse aussi à autre chose, c'est peut-être parce qu'on essaye de transformer le feu rouge en une sorte d'obélix de la Concorde. Enfin, je plaisante, évidemment. Non, mais est-ce que le journaliste d'améliorer cette situation-là. Est-ce que le journaliste doit pas être aussi un peu le porte-parole des Français ? Mais pourquoi ? Non, c'est une question. Mais je vois pas. Enfin, on est le porte-parole de personne, heureusement. Mais c'est pas les journalistes bobos parisiens, par exemple, qui sont dénoncés par une partie de la population. Mais vous faites une catégorie qui est trop grande. Donnez des noms. Les journalistes bobos parisiens. Moi, par exemple, ma fille qui est une bobo parisienne et que je salue ce matin, c'est surtout une jeune fille qui est extrêmement gravement touchée par ce qui s'est passé au Bataclan, pas très loin de son quartier, etc. Elle a peur pour ses enfants. Je pense que plein de gens qui nous écoutent ont vécu tout ça comme une tragédie. On se souvient du soir qu'on a passé, le vendredi 13. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quelle heure ? À l'endroit où on était ? Les gens qui vous ont téléphoné, vérifier que les enfants vont bien ? Non, c'est un métier beaucoup plus enthousiasmant que ça, le journaliste, que simplement faire les pompes des gens qui nous dirigent. Guillaume Durand est avec nous. À tout de suite.